J'étais en travail lorsque l'infirmière a regardé mon dossier et a demandé « Pourquoi votre mari aurait-il coché DNR ne pas réanimer ?» J'ai dit « Quoi ? Je n'ai jamais signé ça. » Elle a couru vers le médecin. J'ai essayé de me lever mais je ne pouvais pas bouger. Puis je l'ai entendu, juste derrière la porte, dire quelque chose qui m'a glacé le sang. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'étais en plein travail. Mon corps était en feu, les contractions déferlaient comme des vagues incessantes. Mais ce n'était pas ça qui me faisait le plus peur. L'infirmière s'est arrêtée au pied de mon lit, fixant mon dossier comme si quelque chose ne collait pas. Puis elle a levé les yeux et sa voix était prudente. Trop prudente. Pourquoi votre mari aurait-il coché la case « Ne pas réanimer » ? Mon monde a ralenti. J'ai cligné des yeux, fortement, et j'ai dit « Quoi ? Je n'ai jamais signé ça. » Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle s'est retournée et a couru hors de la chambre en appelant le médecin. J'ai essayé de me redresser, de la suivre, de crier. Rien ne s'est passé. Je ne pouvais plus bouger. Mes jambes étaient de pierre, mes bras lourds, ma poitrine trop oppressée pour hurler. C'est alors que je l'ai entendu, juste derrière ma porte. Mon mari, calme, riant doucement. Et puis il a dit quelque chose dans son téléphone qui m'a glacé le sang. C'était censé être le plus beau jour de ma vie. J'étais sur le point de rencontrer ma fille, mon premier enfant, après 9 longs mois de chevilles enflées, d'envies nocturnes et de rêves silencieux sur le genre de mère que je voulais être. J'avais imaginé ce jour un nombre incalculable de fois. Mais rien ne m'avait préparé à ce que je ressentirais vraiment. Le mélange de douleur, de peur et d'excitation qui arrivait par vagues, chaque contraction me secouant jusqu'au plus profond de mon être. La chambre sentait l'antiseptique et le léger parfum de lavande de l'huile essentielle que ma mère avait mise dans son sac. Les lumières étaient tamisées, le bip des moniteurs régulier, et l'air était chargé d'une tension que je ne pouvais pas encore nommer. J'étais dans une salle d'accouchement privée à l'hôpital Eastwood Memorial, niché dans un coin tranquille de la maternité. Il pleuvait dehors, une pluie fine au début, puis forte, puis battante. Le genre de pluie qui donne l'impression que le monde est coupé de tout. Je serrais si fort la barrière du lit que mes jointures étaient devenues blanches. Ma mère, Rita, se tenait à ma gauche, sa main serrant fermement la mienne. Sa voix était basse, calme, comme l'infirmière qu'elle avait été avant sa retraite. « Tu te débrouilles incroyablement bien, K, disait-elle. Respire. Tu y es presque. » Sa présence manquerait. Ma mère avait été mon roc depuis l'enfance. Elle m'avait élevé seule après le départ de mon père, enchaînant les gardes à l'hôpital, et ne m'avait jamais laissé sentir que j'avais moins que les autres. Elle s'était méfiée de Nathan dès le premier jour. Elle ne l'avait jamais dit ouvertement, mais je le sentais dans les questions qu'elle posait, dans les regards qu'elle lui lançait quand il ne regardait pas. Je m'étais toujours dit que c'était juste de la surprotection maternelle. Mais maintenant, je me demande si elle n'avait pas vu quelque chose que j'avais manqué. Nathan était là, aussi. Assis sur le banc près de la fenêtre, téléphone à la main, les jambes croisées comme s'il attendait un train. Il m'avait à peine regardé au cours de la dernière heure. Je pensais qu'il était peut-être nerveux. Certains hommes ne savent pas comment gérer un accouchement. Je me suis dit de ne pas être trop dur avec lui. Nathan, ai-je dit entre deux contractions, à bout de souffle. Tu peux m'apporter des glaçons ? Il a levé les yeux de son téléphone, a hoché la tête et s'est dirigé vers la petite table près du mur. Il a apporté le gobelet et l'a posé à côté de moi sans un mot. Pas de baiser sur le front. Pas de « tu te débrouilles super bien, chérie ». Juste un silence froid. C'était comme s'il y avait un mur entre nous. Je ne le comprenais pas à l'époque. Nous étions mariés depuis 6 ans. Nous nous étions rencontrés à un barbecue du 4 juillet organisé par des amis communs. Il était drôle, confiant, charismatique. Tout le monde adorait Nathan. Je suis tombée amoureuse vite et fort. Il m'a demandé en mariage 8 mois plus tard. À l'époque, cela semblait être le destin. Avec le recul, ça ressemble à toute autre chose. Nos premières années ont été heureuses, ou du moins c'est ce que je pensais. Il avait un bon poste dans le traitement des sinistres d'assurance et disait qu'il voulait une famille. Quand je suis tombée enceinte, il a souri et m'a dit que nous allions nous débrouiller. Mais lentement, quelque chose en lui a commencé à changer. Il travaillait plus tard. Il rentrait plus silencieux. Il a arrêté de me toucher. Je pensais que le stress de devenir père l'atteignait peut-être. Je continuais à lui trouver des excuses. Maintenant, je sais mieux. Ce matin-là, quand j'ai perdu les os, il n'a même pas eu l'air surpris. Il m'a aidé à monter dans la voiture en silence,
une main sur le volant, l'autre tapotant sur son téléphone. À l'hôpital, il a dit à l'accueil qu'il remplirait les formulaires d'admission. Il a dit que je devais me concentrer sur ma respiration. Je n'ai pas remis sa parole en doute. Laisse-moi m'en occuper, a-t-il dit. Concentre-toi juste sur le bébé. Je n'ai pas vu ce qu'il a rempli. Je ne pensais pas en avoir besoin. Alors que les contractions s'intensifiaient, je n'arrêtais pas de le regarder, espérant un peu de réconfort. Il restait collé à son téléphone. Une fois, il est sorti pour prendre un appel. Quand il est revenu, il souriait d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. « Tout va bien », a-t-il dit quand j'ai demandé qui c'était. « Juste des trucs de boulot. » J'ai hoché la tête, même si quelque chose en moi me murmurait que ce n'était pas le cas. J'ai fait taire cette voix. Je devais rester calme. Je devais mettre mon bébé au monde. L'infirmière, Jenna, avait été la seule présence stable dans la pièce, à part ma mère. La quarantaine, des yeux bienveillants, un ton ferme qui inspirait immédiatement confiance. Elle avait glissé mes cheveux derrière mes oreilles, m'avait expliqué ce qui se passait à chaque changement et m'avait donné l'impression que je n'étais pas complètement seul. Elle souriait à chaque fois qu'elle entrait dans la chambre, jusqu'à ce moment où elle a regardé mon dossier. Elle était revenue après une courte pause et vérifiait mes signes vitaux quand son regard a été attiré par quelque chose au pied du lit. Elle a cligné des yeux, s'est penchée plus près et a fixé le dossier quelques secondes de plus qu'elle n'aurait dû. Son visage a changé, ses lèvres se sont pincées et ses épaules se sont redressées. C'est alors qu'elle m'a posé cette question qui a tout fait voler en éclats. Pourquoi votre mari aurait-il coché la case « Ne pas réanimer » ? J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Cette question n'avait aucun sens. Elle n'avait pas sa place ici. C'était un accouchement. C'était censé parler de nouvelle vie, pas de mort. Je l'ai regardé et j'ai secoué la tête. Quoi ? Je n'ai jamais rien signé de tel. Je ne lui ai jamais dit ça. C'est à ce moment-là que tout a basculé. La pluie dehors est devenue plus forte. Le visage de l'infirmière Jenna est devenu pâle et elle s'est tournée vers la porte, appelant déjà le médecin. Ma mère s'est rapprochée, les yeux écarquillés, confuse mais alerte. Et Nathan n'a pas dit un mot. Il se tenait dans le coin avec la même expression, calme, vide. Je ne le savais pas encore, mais je venais de plonger dans un cauchemar. Mon pouls s'emballait. Je n'avais pas besoin des moniteurs pour me le dire. Mon cœur battait si fort qu'il couvrait le bruit des machines, la pluie dehors, et même la voix de ma mère qui m'appelait. « K » dit-elle en me saisissant le bras. Qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Pourquoi Nathan signerait-il une clause de non-réanimation ? Je ne pouvais pas répondre. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Je fixais la porte par laquelle l'infirmière Jenna venait de s'enfuir en courant. Elle n'avait pas regardé en arrière. Elle s'était déplacée comme si quelque chose n'allait vraiment pas. Mes jambes ne répondaient plus. J'ai essayé de me redresser, de les faire basculer sur le côté du lit pour la suivre, mais mes muscles n'obéissaient pas. Mon corps était figé. Au début, j'ai cru que c'était la peur. Puis, je me suis souvenu de la péridurale. La moitié inférieure de mon corps était engourdie, inutile. J'étais piégé dans mon propre corps, et maintenant, je n'étais plus sûr de savoir à qui je pouvais faire confiance dans cette pièce. Nathan se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Il avait l'air agacé, pas confus ou inquiet. Agacé comme si quelqu'un avait interrompu une réunion importante. Il n'a pas demandé ce qui se passait. Il ne s'est pas précipité après l'infirmière ni n'est venu voir comment j'allais. Il est juste resté là, à regarder la pluie, la mâchoire serrée, son téléphone toujours à la main. « C'est vrai ?» lui a demandé ma mère. « As-tu signé quelque chose dans son dos ?» Il s'est tourné lentement vers elle. Ses yeux n'ont même pas scié. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de mesures extrêmes si quelque chose arrivait, a-t-il dit. J'ai juste fait ce qu'elle a demandé. C'était un mensonge. Je n'ai jamais dit ça. Je me serais souvenu d'une conversation sur la mort, sur le fait de lui confier ma propre vie. J'ai secoué la tête. Je n'ai jamais dit ça. Je ne t'ai jamais rien dit de tel, Nathan n'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder à nouveau par la fenêtre. Ma mère s'est interposée entre nous, sa voix plus tranchante maintenant. J'ai travaillé dans des hôpitaux pendant 30 ans. J'ai vu des familles falsifier des signatures et s'en tirer. Si vous avez menti sur ce formulaire, vous avez commis un crime. Nathan est resté silencieux. Cela m'a tout dit. La porte s'est à nouveau ouverte brusquement. L'infirmière Jenna était de retour, cette fois avec le docteur Patel et une deuxième infirmière que je n'avais pas vue auparavant. Jenna s'est dirigée directement vers le chevet, m'a pris la main et s'est penchée près de moi. «
Nous allons tirer ça au clair tout de suite. Vous vous sentez bien? Des vertiges? Des nausées? Engourdissements? Je vais bien. C'est juste. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai? Il y a une clause de non-réanimation dans mon dossier? Le docteur Patel est intervenu. Il était calme, mais je pouvais voir qu'il réfléchissait vite. Il tenait un presse-papier à la main, avec un formulaire imprimé dessus. Il l'a parcouru, puis m'a regardé directement. Ce document est dans votre dossier. Il porte votre nom, votre identifiant médical et une signature qui semble correspondre à celle de votre permis de conduire. Avez-vous signé ceci? Je n'ai même pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Non. Je n'ai jamais vu ce formulaire auparavant. Je n'ai jamais demandé ça. Je veux que toutes les mesures possibles soient prises si quelque chose ne va pas. Je vais avoir un bébé. Je ne demande pas à mourir. Le docteur Patel a hoché la tête et a tendu le presse-papier à la deuxième infirmière. Je veux que ce document soit retiré immédiatement, a-t-il dit. Signalez-le. Je veux vérifier la source, l'horodatage et la personne qui l'a soumis. Maintenant. Tout a changé. L'infirmière a disparu dans le couloir. Le médecin s'est approché de moi et a commencé à vérifier mes signes vitaux, à écouter mon rythme cardiaque, à me poser des questions, mais mon attention s'était fixée sur une seule chose. Nathan était sorti dans le couloir, juste devant la chambre. Il était de nouveau au téléphone, la voix basse, mais pas assez basse. Elle a compris, a-t-il dit. Non, pas encore. Mais le médecin enquête. Ne t'inquiète pas, je me suis déjà occupé de tout. Si elle ne s'en sort pas, c'est propre. Mon sang se glaça. J'ai ouvert la bouche pour crier, pour dire à quelqu'un de l'arrêter, de prendre le téléphone, d'écouter ce qu'il disait, mais je n'arrivais pas à sortir les mots. Ma gorge s'est nouée. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pourrait s'arrêter. Ma mère l'a entendu aussi. Ses yeux se sont tournés vivement vers la porte, puis elle a couru. Elle n'a pas attendu la permission. Elle a bousculé Jenna et a fait irruption dans le couloir. Salaud, je l'ai entendu crier. Tu voulais qu'elle meure. Tu as planifié ça. Il y a eu un grand fracas. Une chaise renversée. Puis des voix qui s'élevaient, confuses, et le son de Nathan essayant de couvrir le bruit. Vous réagissez tous de manière excessive, a-t-il dit. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. La sécurité a été appelée. 2 agents sont arrivés en quelques minutes. J'ai regardé par la porte ouverte alors qu'il se dirigeait vers Nathan, ferme mais contrôlé, lui demandant de poser son téléphone et de s'éloigner de la chambre. Je veux parler à ma femme, a-t-il dit. Elle ne veut pas vous parler, a répondu Jenna, se tenant maintenant devant le lit, les bras croisés. Et tant que le médecin n'aura pas tiré cette affaire au clair, vous n'êtes pas autorisé à revenir ici. Nathan m'a regardé à travers l'embrasure de la porte, sans expression. Il n'était pas en colère. Il n'avait pas peur. Il ressemblait à quelqu'un dont le plan avait commencé à s'effilocher, comme s'il calculait quoi dire ensuite. Ce n'était pas le choc que je voyais sur son visage. C'était de la déception. Je lui ai tourné le dos. Mon corps était toujours engourdi, mais quelque chose en moi commençait à brûler. Il a essayé de me tuer. Il me voulait parti. Et maintenant, je ne me battais plus seulement pour ma vie. Je me battais pour celle de ma fille. Tout en moi est devenu limpide. La peur n'a pas disparu, mais elle s'est transformée en autre chose. Fureur, survie, instinct. Je ne savais pas ce que Nathan avait prévu exactement, mais je savais qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois encore en vie, consciente et alerte. Cela signifiait qu'il s'était préparé au pire des cas. Et maintenant que cela lui échappait, je devais avoir 10 longueurs d'avance. Je me suis tourné vers l'infirmière Jenna, dont la présence me semblait la seule chose stable qui restait dans la pièce. Ne le laissez pas s'approcher de moi, ai-je dit. Quoi qu'il dise, ne le laissez pas revenir dans cette chambre. Elle a hoché la tête immédiatement, sans hésitation. Je ne le ferai pas. Vous êtes en sécurité maintenant. Le docteur Patel est rentré, l'air concentré, une tablette à la main. Il s'est penché près de moi et a baissé la voix. J'ai signalé le document et l'ai envoyé au service juridique. L'équipe d'examen interne de l'hôpital s'en occupe déjà. D'après les enregistrements du système, la clause de non-réanimation a été téléchargée il y a 2 jours depuis un portail public en utilisant les identifiants de connexion de Nathan. Je l'ai dévisagé. Donc, il l'a soumis lui-même. Oui, il semblerait. Cela n'a jamais été vérifié par un appel ou un email de suivi à votre attention. C'est une violation majeure du protocole. Nous nous en occuperons séparément, mais pour l'instant,
Nous le retirons de vos contacts d'urgence et plaçons un drapeau rouge sur votre dossier pour alerter le personnel. Voulez-vous que votre mère soit listée à la place? Oui, immédiatement. C'est fait, a-t-il dit. Nous allons poster une infirmière devant votre porte et alerter la sécurité pour restreindre l'accès. Il ne reviendra pas ici à moins que vous ne le disiez. J'ai expiré lentement. Ce n'était pas du soulagement. Pas encore, mais c'était le premier pas pour reprendre le contrôle. Rita est revenue dans la chambre, secouée mais calme. Elle m'a tenu la main comme elle le faisait quand j'avais 5 ans et que j'avais peur des orages. J'ai entendu ce qu'il a dit, K. J'ai tout entendu. Cet homme est dangereux. Il n'a pas seulement paniqué ou fait une erreur. Il a planifié ça. Je sais, ai-je dit. Je ne comprends pas encore pourquoi. Mais je sais qu'il me voulait parti. Le moniteur du bébé a bipé. L'infirmière a vérifié l'écran et m'a fait un pouce en l'air. Le rythme cardiaque est fort. Votre bébé va très bien. Cela m'a donné la force de continuer. Pour la première fois depuis le début des contractions, j'ai ressenti une vague de clarté. Je ne me battais plus seulement pour moi. Je me battais pour elle. Je me suis tourné vers ma mère. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. N'importe quoi, elle dit. Fouille ses affaires, son sac, ses poches, sa voiture si tu peux. Je veux savoir ce qu'il a apporté à cet hôpital. Je veux savoir s'il avait prévu de partir avec ma fille sans moi. Son visage s'est durci, mais elle a hoché la tête. Je vais demander l'aide de la sécurité. Ils prendront ça au sérieux maintenant. Elle est repartie, se déplaçant avec la précision de quelqu'un qui a passé sa vie dans des environnements à haute tension. Je lui faisais plus confiance qu'à quiconque pour cela. Je me suis tourné vers Jenna. Pouvez-vous rester avec moi jusqu'à ce qu'elle revienne? Je ne vais nulle part, a-t-elle dit, et lui non plus. Les minutes passaient lentement. Les contractions continuaient, mais je me sentais plus forte maintenant, mentalement, sinon physiquement. Mon corps travaillait pour mettre ma fille au monde, et mon esprit travaillait pour nous maintenir en vie toutes les deux. La porte s'est à nouveau ouverte. Un agent de sécurité est entré. Nous avons trouvé un sac de sport dans le salon des visiteurs à son nom. Il n'a pas été enregistré correctement. Pas d'étiquette d'identification. Votre mère est en train de le fouiller, mais nous pensions que vous devriez voir ça. Il a brandi un dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de formulaires de l'hôpital, plusieurs versions de la clause de non-réanimation, mes antécédents médicaux, des documents d'assurance et un plan de naissance que je n'avais jamais écrit. Il y était indiqué que j'optais pour aucune gestion de la douleur, aucune transfusion sanguine et que je refusais une césarienne sous quelque condition que ce soit. Cela me faisait passer pour une personne imprudente, déterminée à accoucher sans aide, même si cela devait me tuer. Où a-t-il eu ça? Ai-je demandé. Nous pensons qu'il les a imprimés à partir d'un générateur de formulaires en ligne, puis les a scannés et téléchargés via le portail de l'hôpital. La plupart sont invalides. Les signatures ne correspondent pas à celles de votre dossier légal, mais il avait clairement un plan. Une autre infirmière a apporté la tablette personnelle de Nathan, qu'il avait laissée sans surveillance dans le couloir. L'équipe technique l'avait déverrouillée. Dessus, il y avait des messages avec une personne enregistrée uniquement sous le nom de G. Les textes comprenaient des phrases comme « Une fois qu'elle sera partie, ce sera propre et la police est assez élevée ». Quelle police? Ai-je demandé. L'infirmière n'a pas parlé, mais le regard sur son visage disait tout. Je savais ce qu'il voulait dire. Nathan avait souscrit une police d'assurance vie sur moi. Je dois terminer cet accouchement, ai-je dit. Et ensuite, je veux un avocat et la police. Vous aurez les deux, a dit le docteur Patel. Mais pour l'instant, restons concentrés sur votre sécurité. Vous vous débrouillez incroyablement bien. Nous nous assurons que vous quittiez cet hôpital avec votre fille dans les bras. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. J'avais perdu confiance en quelqu'un que j'aimais. J'avais été trahi d'une manière qui me retournait l'estomac. Mais je n'étais pas brisé. Pas encore. Cet homme pensait qu'il pouvait m'effacer, me remplacer, me faire taire d'une seule signature. Mais j'étais toujours là. Et je n'allais pas le laisser gagner. La pièce était plus lumineuse maintenant. Les lumières au plafond avaient été augmentées pour la préparation de l'accouchement. Les infirmières se déplaçaient avec une urgence silencieuse, préparant les plateaux, vérifiant les moniteurs, ajustant les perfusions, mais tout ce que je pouvais voir, c'était l'embrasure de la porte. Je ne pouvais pas m'empêcher de la fixer, m'attendant à moitié à voir Nathan la franchir à nouveau pour tenter une dernière fois de finir ce qu'il avait commencé, mais il ne l'a pas fait. 2 agents de sécurité se tenaient juste à l'extérieur, les bras croisés, surveillant tout.
L'un d'eux m'a fait un signe de tête rassurant. L'infirmière Jenna se tenait près de la tête de mon lit, un presse-papier à la main, tandis que le docteur Patel vérifiait mes signes vitaux et la position du bébé. Vous êtes dilaté à 9 cm, a-t-il dit. On y est presque. Essayez de rester calme et de continuer à respirer. J'ai hoché la tête, mais mon esprit tournait à plein régime. Rita est revenue dans la chambre. Son visage était pâle, ses mains crispées autour d'une pile de mets et de documents imprimés. Elle les a tendus au docteur Patel, mais j'ai aperçu l'un d'eux. Un document de police de Liberty Mutual. Mon nom, la signature de Nathan, la case du bénéficiaire remplie. Nathan Monroe. Je n'avais aucune idée de l'existence de cette police. Il l'a souscrite il y a 2 mois, a répondu Rita. Il s'est désigné comme unique bénéficiaire. 2 millions de dollars. Le représentant de l'assurance pensait que c'était une demande conjointe. Il a tout falsifié. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas seulement qu'il ne voulait pas de cet enfant. Il voulait ma mort. Il voulait s'en aller tranquillement avec de l'argent en poche et aucun lien avec la vie que nous avions construite ensemble. Chaque mot gentil, chaque moment partagé, chaque projet d'avenir. Rien de tout cela n'avait été réel pour lui. Il avait compté sur le fait que quelque chose tournerait mal dans cette salle d'accouchement. La clause de non-réanimation falsifiée, le plan de naissance falsifié, le refus d'intervention médicale. Si je m'étais évanoui, si j'avais fait un arrêt cardiaque, personne n'aurait remis cela en question. Il avait construit une histoire crédible, une femme qui voulait accoucher naturellement, qui ne voulait pas être réanimée. Cela aurait ressemblé à une mort tragique mais naturelle. Puis il serait sorti de l'hôpital en mari éploré et serait entré dans une banque en homme riche. Mais je n'étais pas morte. J'avais posé la bonne question au bon moment, et Jenna avait écouté. Le docteur Patel m'a regardé, son visage ferme mais bienveillant. La police est en bas. Ils ont parlé à Nathan. Il est en détention pour fraude, falsification de documents médicaux et mise en danger de la vie d'autrui. Selon ce que nous trouverons dans ces messages, cela pourrait devenir une accusation de complot criminel. Vous devrez faire une déclaration une fois que vous serez stable. Mais pour l'instant, laissez-nous vous aider à finir cela en toute sécurité. Je l'ai regardé, puis Jenna, et enfin ma mère. Je suis prête, ai-je dit. L'heure qui a suivi a été la plus difficile de ma vie. Les contractions sont devenues plus vives, plus constantes. Mon corps avait l'impression de se fendre en deux, mais j'ai refusé de crier. Je me suis concentré sur ma fille. J'ai imaginé son visage. J'ai imaginé ses petits doigts s'enrouler autour des miens. J'ai pensé à tout ce que j'avais survécu pour la mettre au monde. À chaque poussée, je mettais chaque once de peur, de rage et de douleur dans l'effort. La tête sort, a dit Jenna. Presque, Encore une. J'ai poussé plus fort que je ne le pensais possible. Et puis, tout à coup, il y a eu le silence, une pause, un battement de cœur. Puis son cri a rempli la pièce. Le son a brisé quelque chose en moi. J'ai fondu en larmes, sanglotant de manière incontrôlable, non pas de douleur, mais de pur soulagement. Le docteur Patel l'a posée sur ma poitrine, peau contre peau. Elle était chaude, rouge et parfaite. Ses yeux se sont ouverts juste assez pour me regarder, et je jure qu'à ce moment-là, j'ai senti tout en moi changer. J'ai embrassé son front et j'ai murmuré « Tu as réussi. Nous avons réussi. » Ma mère pleurait doucement à côté de moi, une main sur mon épaule. Jenna souriait à travers des yeux embués. « Elle est en bonne santé, a dit le médecin. 3,2 kg, des poumons solides et elle vous ressemble. » Je l'ai serrée plus fort, la berçant doucement. L'orage dehors avait commencé à se calmer. Le tonnerre s'est estompé en un faible grondement. La pluie a ralenti pour devenir une bruine. Le chaos du début semblait maintenant un écho lointain, mais le poids de ce qui avait failli se produire est resté avec moi. J'ai pensé à Nathan, à quel point il était passé près d'obtenir tout ce qu'il voulait. Si je n'avais pas parlé, si l'infirmière Jenna n'avait pas posé cette question, si j'avais fait confiance au mauvais silence. J'étais à une signature de ne jamais tenir ma fille dans mes bras. Je me suis tourné vers Jenna. Merci. Je ne pense pas que vous compreniez de quoi vous m'avez sauvé. Elle a souri doucement. C'est notre travail de poser les questions que personne d'autre ne veut poser. Je suis juste contente que vous ayez été éveillé pour répondre. Alors que les infirmières nettoyaient et commençaient à me transférer en soins post-partum, l'officier est revenu. Il est en cours de transfert. Nous aurons besoin d'une déclaration quand vous serez prête. Vous êtes en sécurité. Pour la première fois depuis des heures, je l'ai cru. J'étais en sécurité.
Et la petite fille dans mes bras grandirait en sachant que sa mère avait choisi de se battre, peu importe à quel point elle se sentait brisée sur le moment. Elle n'aurait jamais à se demander si elle était aimée, si elle valait chaque poussée, chaque larme, chaque souffle. Cet homme pensait qu'il pouvait m'effacer avec des papiers. Mais je n'étais pas un formulaire à signer. J'étais une mère et j'étais toujours là. Je l'ai appelée Leia Grace. Elle est venue au monde en criant de vie, les yeux grands ouverts comme si elle comprenait déjà qu'elle avait quelque chose à défendre. La tenir dans ses premiers instants m'a changé. Tout ce qui s'était brisé en moi dans les heures précédentes a commencé à guérir au moment où ses petits doigts se sont enroulés autour des miens. L'hôpital nous a gardés 3 jours de plus, non pas parce qu'il y avait des complications, mais parce que le personnel voulait s'assurer que j'avais ce dont j'avais besoin physiquement, émotionnellement et légalement. Nathan était parti depuis, accusé de plusieurs crimes, notamment de tentatives de fraude, de vol d'identité médicale et de tentatives de meurtre. J'ai fait ma déposition à la police le lendemain matin, Leia dans les bras et ma mère à mes côtés. J'ai appris que Nathan planifiait ma mort depuis des mois. Il avait soigneusement manipulé chaque détail, la clause de non-réanimation falsifiée, la police d'assurance vie secrète, le plan de naissance modifié qui m'aurait privé de traitement vital. Son historique internet montrait des recherches comme « Comment falsifier une signature » et « Combien coûte une assurance vie pour une femme enceinte en bonne santé ?» Il y avait des messages à quelqu'un que je ne reconnaissais pas où il parlait de vouloir recommencer une fois que ce sera fait. La trahison était profonde. Il avait été la personne avec qui j'imaginais élever une famille. Nous avions ri ensemble dans la cuisine. Nous avions choisi les couleurs de peinture de la chambre d'enfant. Il avait embrassé mon ventre et murmuré au bébé. Mais maintenant, je comprenais que c'était une performance, un moyen d'arriver à ses fins. Il n'a jamais voulu de famille. Il voulait la liberté et l'argent. Et il avait décidé que ma mort était le prix à payer pour les deux. Mais il m'avait sous-estimé. Je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas laissé la peur me paralyser. J'ai écouté mon instinct. Et quand cette infirmière a posé la question qui a tout révélé, j'ai refusé de détourner le regard. Je me suis battue pour rester consciente, pour parler, pour protéger mon enfant même quand je pouvais à peine bouger. Ce moment a redéfini qui je suis. Pas une victime, pas une statistique, une survivante. Quand j'ai quitté l'hôpital, le ciel était dégagé. Ma mère marchait à côté de moi, portant le sac allongé, et je tenais Leia dans son porte-bébé, enveloppée dans une couverture rose. Le monde à l'extérieur des portes de l'hôpital semblait différent, plus net, plus réel. Chaque son, chaque visage, chaque seconde semblait emprunté, comme si j'entrais dans une vie que j'avais failli perdre. De retour à la maison, le silence était plus difficile. L'appartement portait encore des traces de lui. Sa veste sur le crochet, son eau de Cologne dans la salle de bain, le berceau que nous avions monté ensemble dans le coin de la chambre. J'ai tout emballé, morceau par morceau. J'en ai brûlé une partie, j'en ai donné une autre. Je n'ai gardé que ce qui appartenait à moi et à Leia. Un nouveau départ ne signifiait pas oublier. Cela signifiait choisir ce qu'il fallait emporter. Ma mère a emménagé avec nous pendant les premières semaines. Elle surveillait Leia pendant que je dormais, préparait des repas chauds et ne m'a jamais demandé si j'allais bien. Elle savait que non. Elle est juste restée proche. Sa présence me rappelait qu'on pouvait encore faire confiance à l'amour. J'ai commencé une thérapie peu de temps après. J'avais besoin d'un endroit pour dire les choses que je ne pouvais pas dire à voix haute la nuit, quand je me réveillais en sueur après des rêves où les papiers avaient fonctionné, où personne n'avait posé de questions et où ma fille avait grandi sans moi. Parler m'a aidé. Écrire m'a aidé. Tenir Leia dans mes bras m'a aidé le plus. Les gens me demandent maintenant ce que j'ai appris. Je dis toujours la même chose. Écoutez la voix à l'intérieur de vous qui dit que quelque chose ne va pas. Ne l'expliquez pas. N'adoucir pas vos instincts pour protéger les sentiments de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous fait sentir petite, invisible ou en danger, croyez-vous. L'amour n'est pas censé vous embrouiller. Il n'est pas censé vous cacher des choses. Il n'est pas censé vous faire vous demander si vous y survivrez. La deuxième leçon est plus simple mais tout aussi puissante. Mettez votre nom sur vos propres papiers. Lisez chaque ligne. Posez chaque question. Protégez-vous. Même dans les moments où vous pensez ne pas en avoir besoin. J'ai failli ne pas connaître la maternité. Mais je l'ai fait. Et maintenant, chaque matin, quand je prends ma fille et que je sens son souffle contre mon épaule, je me souviens pourquoi je me suis battu. Je me souviens que certaines batailles se gagnent non pas dans de grands moments, mais dans un seul mot, une seule question, une décision de parler quand le silence serait plus facile. Nathan pensait qu'il pouvait m'effacer avec de l'encre et des mensonges.
Il pensait que je ne verrais jamais le piège qu'il avait construit autour de moi, mais je l'ai vu. Et maintenant, je vis chaque jour avec la preuve de ma survie dans mes bras. Elle est forte. Elle est en sécurité. Et moi aussi. J'étais censé mourir ce jour-là. Au lieu de cela, j'ai donné la vie. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à 2 fois à la confiance, à l'instinct ou à la force tranquille que nous portons même dans nos moments les plus sombres, alors je vous le demande, partagez-la. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la survie est possible, que votre voix compte, que parfois, poser une seule question peut sauver une vie. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé, ou si vous avez déjà été confronté à un moment où faire confiance à votre instinct a fait toute la différence. Et si vous voulez plus d'histoires vraies comme celle-ci, brutes, réelles et inoubliables, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer ce qui va suivre. Merci d'être ici. Merci d'avoir écouté, et souvenez-vous, vous n'êtes jamais aussi seul que vous le pensez.